Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a un problème avec le DFA Alpha 1 et c'est ce que je vais aborder dans cette vidéo aujourd'hui. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. J'utilise également cette mesure, ou en tout cas j'utilisais jusqu'à maintenant cette mesure dans mes tests de profilage pour déterminer notamment la transition au-dessus du premier seuil. Mais hier, en faisant une petite séance sur le vélo et en collectant quelques données, j'ai trouvé quelque chose d'extrêmement intéressant, mais extrêmement problématique aussi concernant l'utilisation de la mesure du DFA alpha 1 pour tout ce qui est de la quantification d'intensité des séances. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran et on va regarder ensemble les données que j'ai collectées et ce que ça veut dire exactement pour cette donnée du DFA alpha 1. Donc ici, on voit déjà les données de puissance et de fréquence cardiaque pour ma séance d'hier. Donc, comme tu le vois, après 10 minutes d'échauffement à 140 watts, je suis monté à peu près 170 watts, qui se trouve juste en dessous de mon premier seuil. Et j'ai tenu 170 watts, on va dire plus ou moins 5 watts pour à peu près une heure, juste un petit peu moins d'une heure ici. Donc 53 minutes en tout, si je ne me trompe pas. Et ensuite, un petit cooldown de 7 minutes à 100 watts. Si on regarde la fréquence cardiaque, donc j'ai une petite dérive vers le haut durant cette séance avec un petit pic à la fin, mais ça, on verra pourquoi. Donc, quoi qu'il arrive, on a une charge interne qui est plus ou moins stable du point de vue de la fréquence cardiaque. Et en tout cas, on a une puissance qui est stable tout au long de cette séance, en tout cas entre la minute 10 et 1h03, on voit que la puissance est stable. Si on regarde le prochain slide, on a la fréquence cardiaque avec cette fois-ci l'oxymétrie musculaire mesurée avec le MOXY sur le vaste externe droite et le vaste externe gauche. Et on voit ici qu'on a encore une fois une charge interne qui est plus ou moins stable, relativement stable. On voit qu'il y a un petit différentiel en valeur absolue entre la minute, disons, 13 ou 14, une fois que la charge interne est établie et intégrée, et la fin de cette durée à 170 watts. Donc, encore une fois, charge interne plus ou moins stable, plutôt stable, quasiment avec une pente à zéro, qui équivaudrait encore une fois à mon premier seuil. Maintenant, on arrive sur le problème. Le problème, c'est le signal du DFA alpha 1. Donc, j'ai mesuré le DFA avec deux applications différentes pendant cette séance. Je l'ai mesuré avec HRV Logger, que j'utilise fréquemment pour prendre cette mesure, prendre des RR qui soient propres, qui soient brutes. Et ensuite, je l'ai fait passer dans Runalyze pour sortir les données de DFA alpha 1. Je suis également en train de tester une application en bêta qui s'appelle Endurance Alpha 1 et qui est une très bonne application qui permet de voir le DFA alpha 1 en temps réel. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et donc, j'ai enregistré le DFA avec ces deux applications et les deux applications m'ont sorti les mêmes données. Simplement, comme ça, on sait que ce n'est pas juste une erreur et on sait que, en tout cas, des deux mesures que j'ai prises ou des mesures que j'ai prises avec deux applications différentes, le résultat était le même. Donc là, ce qu'on va voir, c'est la puissance et le DFA alpha 1. Et là, on voit qu'on a un petit problème. Le problème étant que j'ai un DFA qui est aux alentours des 1 pendant la quasi jusqu'à la 30, jusqu'à où à peu près jusqu'à la 37e minute, 38e minute. Donc là, c'est une charge qui est extrêmement légère de ce point de vue-là, alors que je suis juste en dessous de mon seuil. Mon premier seuil étant aux alentours de 180 watts, donc je suis à 10 watts près à mon premier seuil. Et si on suit ou les valeurs qui sont communiquées par rapport à ce DFA alpha 1, je devrais être juste en dessus de mon 0,75, 0,75, qui est donc cette ligne qui a au niveau du 75 à gauche ou alors entre le 0,5 et le 1 à droite. J'ai essayé d'aligner les échelles de watts et de DFA, comme ça donne quelque chose d'assez simple à lire. Mais on voit donc que malgré le fait que je sois juste en dessous de mon premier seuil, je reste à peu près 1 de DFA jusqu'à la minute 38. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le DFA tombe de manière assez dramatique et tombe proche du 0,5. Donc là, je dois être à 0,6, 0,65 à peu près. Quoi qu'il arrive, largement en dessous du 0,75 qui est censé être mon premier seuil. Et encore une fois, on voit que les données d'avant ne concordent pas avec les données d'après, alors que si tu regardes la courbe de puissance, rien n'a bougé. Qu'est-ce qui se passe à la minute 45? Le DFA remonte
remonte en dessus de 1, donc là, je suis à peu près 1,1, 1,2, et je reste dans cette fourchette jusqu'à la minute 55. Et là, à la minute 55, encore une fois, mon DFA tombe de manière assez drastique et reste en dessous de 0,5, 0,5 qui est censé être le deuxième seuil que j'utilise personnellement pas vraiment parce que de tous les tests que j'ai vus, ça ne matche pas ça ne matche pas très souvent avec ce que je trouve au niveau des autres données. Et donc, en général, je n'utilise pas cette mesure du DFA pour le deuxième seuil. Par contre, je l'utilise fréquemment pour essayer d'estimer le premier seuil dans mes tests d'effort. Donc là, encore une fois, on a une grosse descente du DFA et ensuite une grande remontée. Alors là, on voit que ensuite j'ai lâché la puissance et je suis retombé à 100 watts. Mais malgré ça, donc le DFA est remonté et ensuite est resté bien haut et plus haut qu'avant. Donc ça, ce serait cohérent. Mais par contre, on a ces deux segments de 5 minutes qui sont problématiques entre la minute, disons, 39 et 44 et ensuite entre la minute 55 et 1 heure, 1 heure, 1 heure 1. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a cette mesure de puissance, on a un DFA qui est censé nous informer sur la charge interne, qui est censé nous informer sur le statut de notre système nerveux autonome, donc l'équilibre entre le parasympathique et le sympathique, chose qui est faite fréquemment ou qui a été faite fréquemment avant l'effort, donc en dehors de l'effort, le matin pour quantifier son état de préparation, son état de fraîcheur. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je fais personnellement avec une application depuis plusieurs mois et c'est d'ailleurs quelque chose qu'il faut que j'adresse sur une vidéo. Parce que c'est intéressant. Et donc, cette charge interne qui, depuis peu, était censée être quantifiable avec ce DFA au niveau simplement de quantifier les RR, donc les intervalles de variabilité cardiaque, et ensuite le DFA étant un indice de variabilité cardiaque assez compliqué à calculer. C'est pour ça qu'il n'est pas disponible partout. C'est pour ça que récemment, comme j'ai dit, cette application que je teste en bêta qui permet de voir le DFA en temps réel est extrêmement intéressante de ce côté-là. Et donc, maintenant, on va s'adresser au problème qui est pourquoi est-ce que ce DFA, en gros, fait n'importe quoi alors que ma puissance reste constante, alors qu'on a vu que ma fréquence cardiaque reste plus ou moins stable, alors qu'on voit que mon oxymétrie musculaire reste stable. Donc, on va regarder le prochain slide qui va nous donner une indication extrêmement importante sur la raison pour laquelle ce DFA ne semble pas se comporter comme il devrait se comporter. Et la donnée supplémentaire qu'on va ajouter sur ce graphique, c'est la fréquence respiratoire. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On connaît le lien, on sait qu'il y a un lien fort entre le système respiratoire, la respiration et le système nerveux autonome. Quand on parle de différents exercices respiratoires pour moduler l'état du système nerveux autonome avec des techniques pour ralentir la respiration et donc, on va dire, favoriser la branche parasympathique de notre système nerveux autonome, ou alors, au contraire, de l'hyperventilation avec des protocoles type Wim Hof et d'autres encore qui sont de Tumo, si je ne me trompe pas, qui sont plus sur le côté activation au niveau sympathique, donc pour appliquer un stress, pour induire un stress au niveau de l'organisme. Et donc là, ce que j'ai fait, j'ai respiré assez normalement pour moi, en tout cas pour ce que je fais en général. J'ai joué un petit peu sur la première partie, sur les premières 40 minutes, j'ai joué un petit peu entre respiration nasale, respiration buccale, tout en maintenant un volume respiratoire qui est assez cohérent, ou en tout cas qui restait assez similaire. Et on voit que ma fréquence respiratoire reste relativement basse. Donc, on a une légère montée d'environ 12 jusqu'à à peu près 15, et ensuite je reste à 15 respirations minutes entre la minute 25 et la minute 40. Je respirais à peu près 3 litres 7, 3 litres 8 par respiration, donc j'étais aux alentours de, si je ne me trompe pas, c'était aux alentours des 60 litres par minute. Et qu'est-ce que j'ai fait à la minute 40? J'ai commencé à hyperventiler, donc j'ai commencé à respirer plus profondément et surtout plus rapidement, pardon, pas plus profondément. Et on voit donc ce petit bloc entre la minute 40 et 45 où j'ai respiré à environ 25 respirations minutes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le signal de DFA tombe. Donc, on voit que le signal du DFA, l'indice du DFA, est extrêmement sensible à des variations de respiration. On voit ensuite que quand je retombe à 15 respirations minutes, on voit une remontée du DFA et on voit que ce DFA reste entre 1 et 1,15 à peu près,
tout comme il l'a fait pendant la première moitié du test ici ou de la séance. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je repars sur 5 minutes d'hyperventilation à peu près 30 respirations minutes. Et là, encore une fois, on voit que ça tombe et ça tombe encore plus bas. Ça tombe encore plus bas. Ça tombe en tout cas en dessous de 0,5, qui encore une fois est censé être ce deuxième seuil, mais je suis toujours à 170 watts. Ma puissance critique est à 280 watts, en tout cas au dernier test. Donc, je suis très, très loin de mon seuil de fatigue. Je suis très, très loin de mon deuxième seuil. Malgré ça, avec une hyperventilation volontaire à 30 respirations minutes, eh ben, j'ai mon DFA qui tombe. Après, j'ai essayé un pic d'hyperventilation à 55 respirations minutes tout en maintenant mon volume d'à peu près 3 litres, 3 litres 5. Et on voit qu'on a une petite remontée, mais on a un replat. Donc ça, je ne peux pas nécessairement l'expliquer comme ça. Et par contre, ensuite, quand je retombe à 10 respirations minutes pendant la dernière partie, pendant les 7 dernières minutes, eh ben, on voit que le DFA remonte entre 1,25 et 1,5 et reste assez haut pendant la fin. Mais on se rappelle que la charge interne était plus basse aussi. J'étais à peu près 100 watts sur les dernières 7 minutes. Donc, à mon avis, c'est extrêmement intéressant de se rendre compte de ce qui se passe ici, du lien entre sa respiration et le système nerveux autonome. Et ici, donc l'indice du DFA alpha 1. Donc, la fréquence cardiaque était peu impactée par mon changement de respiration. Par contre, ma variabilité cardiaque était influencée de manière assez significative. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de conclusion? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Ce que moi, j'en tire personnellement, c'est qu'il y a un lien entre la respiration et le système nerveux autonome, ce qui est connu, hein, ce n'est pas nouveau. On sait que la respiration est une des seules manières dont on peut influencer notre système nerveux autonome, ce qui est un outil. Hein, c'est un outil qu'on peut utiliser. D'ailleurs, je t'invite à écouter le podcast que j'ai fait récemment avec Stephen Johnson sur le sujet de la respiration. On parle de ces différentes approches, notamment. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'utilisation du DFA alpha 1 pendant un effort dynamique, pendant un entraînement ou pendant une compétition? Pour moi, ça veut dire en tout cas que, étant donné que la respiration va avoir un tel impact sur le signal du DFA alpha 1, indépendamment de la puissance, donc indépendamment de la charge interne, comme on a pu le voir sur ces graphiques, avec une puissance constante, une fréquence cardiaque presque plate et une oxymétrie musculaire plate indiquant un état stable interne, on a un DFA qui va répondre ou qui va être influencé de manière significative par la respiration. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi personnellement à l'heure actuelle, ou en tout cas maintenant que je me suis rendu compte de cet événement? Je ne sais pas si je vais continuer à utiliser ce DFA dans mes tests d'effort. Pourquoi? Parce que, est-ce que je n'aurais pas meilleur temps de simplement regarder la fréquence respiratoire qui va m'informer sur comment la personne respire, qui va à son tour influencer l'état au niveau parasympathique, sympathique. Parce que c'est vrai que de ce que j'avais vu jusqu'à maintenant avec les différents tests d'effort que j'effectue, sur un N d'à peu près, je dirais 30, 40 personnes que j'ai testées récemment, et en utilisant aussi le DFA alpha 1, j'avais une concordance au niveau de ce premier seuil qui était d'environ, je dirais, 80-85%. Donc, dans 85% des cas, j'avais une correspondance assez proche, pas exacte, entre le premier seuil que je déterminais avec les différentes mesures que j'ai, notamment la respiration, l'oxymétrie musculaire, le RPE aussi que j'utilise pour déterminer ce premier et ce deuxième seuil. J'avais une concordance qui était proche, mais qui n'était pas exacte dans la majorité des cas. Mais il y a des cas où c'était complètement à côté de la plaque également. Et donc, avec ce que je vois ici, la respiration a une telle influence sur le DFA alpha 1. Moi, personnellement, à l'heure actuelle, ça me dit que je ne peux pas nécessairement utiliser cette mesure de DFA alpha 1 comme mesure de charge interne ou comme mesure de charge au niveau du système nerveux autonome, étant donné qu'il y a un tel impact de la respiration sur cette mesure. Honnêtement, c'est vraiment dommage dans le sens où c'était très prometteur à mon avis ce DFA alpha 1 et peut-être que ça l'est encore et peut-être que j'ai tort et peut-être que l'analyse que je fais aujourd'hui est fausse ou il manque des éléments. Donc, je t'invite bien sûr à mettre ton commentaire sous cette vidéo. Le but ici, c'est de mettre à jour
ma compréhension des choses, mes connaissances, mes croyances en fonction des données que je collecte. C'est le processus scientifique, tout simplement. Et donc, c'est ce que je fais là. Je vois que quelque chose que j'utilisais jusqu'à maintenant n'est peut-être pas aussi précis ou ne veut peut-être pas dire exactement ce que je pensais qu'il veuille dire avant. Et donc, il faut que je me dois de mettre à jour mes connaissances, même si j'ai fait des vidéos sur le sujet, même si j'en ai parlé plusieurs fois, même si je l'ai utilisé dans mes tests jusqu'à maintenant, eh ben, je me dois de mettre ces choses à jour là avec les nouvelles informations que j'ai à disposition. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment dommage à mon avis parce que le DFA était très prometteur de pouvoir quantifier une intensité, une charge interne avec uniquement un cardiofréquencemètre et une application qui peut donner cette information. C'était très intéressant, mais malheureusement, il semblerait que, étant donné l'influence de la respiration sur ce signal, eh ben, c'est peut-être pas aussi précis qu'on puisse le faire. Donc, ce que je vais faire la prochaine fois que je m'y attelle, c'est une séance à puissance constante, comme je viens de le faire, avec peut-être des paliers de respiration à différentes fréquences pour voir l'impact sur le DFA. Et si on voit une correspondance très proche de ma fréquence respiratoire avec le DFA alpha 1, donc si je monte en fréquence, le DFA descend, si je descends en fréquence, le DFA remonte, eh ben, on saura que l'impact est significatif. Bon, on le voit déjà avec les données que j'ai partagées aujourd'hui, mais je me dois bien sûr de faire encore quelques tests pour vérifier ça. Quoi qu'il arrive, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Je ne vais pas utiliser ce DFA alpha 1 à partir de maintenant sur mes tests d'effort, ou si je l'utilise, je ne vais pas l'utiliser pour l'interprétation des mesures. Peut-être que je vais le collecter, mais l'utiliser pour analyser la correspondance du DFA avec la respiration. Ça peut être intéressant. Donc, mettre en graphique ma fréquence respiratoire et mon DFA alpha 1. Est-ce qu'il y a une relation inverse entre les deux, comme on a pu le voir pendant l'effort que j'ai fait hier? Ça peut être quelque chose d'intéressant, mais encore une fois, je ne peux plus, en tout cas pas à l'heure actuelle, je ne peux plus utiliser ce DFA comme indice de charge interne parce qu'il est influencé de manière significative par la respiration. Donc voilà, j'arrive au bout de ma petite analyse. Encore une fois, je ne suis pas content de ce fait. C'est vraiment dommage parce que le DFA était très prometteur, comme je l'ai déjà expliqué. Quoi qu'il arrive, j'attends ton commentaire sous cette vidéo. Qu'est-ce que tu penses des données que j'ai collectées? Qu'est-ce que tu penses de l'analyse que j'ai faite? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour continuer à vérifier ces informations? Et si tu penses que mon analyse n'était pas juste, si tu penses que je me trompe dans mon interprétation de ce que j'ai pu voir pendant ce test, je l'attends volontiers. Mais quoi qu'il arrive, en attendant, c'est important pour moi de mettre ma compréhension à jour, d'où cette petite vidéo. Donc, quoi qu'il arrive, j'attends ton commentaire. N'oublie pas de me laisser un petit like, bien sûr, si tu as apprécié la vidéo. Et je te dis à bientôt pour la nouvelle vidéo. Allez, ciao!